Donc, il faut savoir que l'IRM chez le fœtus se pratique depuis plus de 20 ans dans les centres de diagnostic anténatal. Bien sûr, au cours d'une discussion pluridisciplinaire, on décide bien sûr les conduites à tenir et l'indication de l'IRM pour le fœtus va venir à partir de ces concertations. Et bien sûr, c'est un sujet où il y a beaucoup de publications et c'est un sujet bien sûr en pleine expansion. Alors, par rapport à qu'est-ce que ça va apporter, moi je dis c'est un apport par rapport à l'échographie. Quand on avait les belles images de Jean-Philippe, on se demande qu'est-ce que ça peut apporter encore plus l'IRM. L'IRM, il a un champ de vue très large. Il a une analyse multiplanaire, multiparamétrique. Ces deux termes veulent dire que l'IRM nous permet de faire des plans de coupe dans les trois espaces, quelle que soit la position du fœtus et surtout quel que soit le terme. Et ici, Jean-Philippe présent peut me dire que dans certaines grossesses avancées, avec un minimum de liquide, il sera en difficulté de sortir les belles images qu'il nous a montrées tout à l'heure. Ça, c'est une question. Multiparamétrique, donc on peut jouer sur un certain nombre de paramètres et caractériser certaines anomalies. Je veux dire ici surtout les lésions ischémo-hémorragiques. On peut bien sûr, l'échographie ne permet pas faire ça. La résolution spatiale, c'est-à-dire permettre de mieux analyser le cortex, le parenchyme. La fosse cérébrale postérieure peut poser des problèmes, surtout dans les grosses formations kystiques, et dans certains, bien sûr, termes, on est plus à l'aise. Et la gyration, ça, d'ailleurs, on peut écrire les deux comme ça. Donc, gyration, donc l'IRM est vraiment l'indication pour ces problèmes. Le terme tardif, on l'a dit, c'est l'apport de l'IRM quand on est en difficulté. Donc la technique, c'est la fin du congrès, vous êtes fatigué, on ne va pas vous fracasser avec ça. Il faut savoir qu'on n'injecte jamais en IRM chez le fœtus, sauf pour certaines équipes en cas de placenta percreta. Et là, bien sûr, c'est le bénéfice diagnostique qui va l'emporter sur le risque. Alors, quand est-ce faut-il faire une IRM? Généralement, entre 29 et 32 semaines, c'est le consensus pour plusieurs équipes et pour nous-mêmes. On peut la faire un peu plus tôt, surtout quand on est en présence d'un syndrome polymalformatif où il y a une décision d'interruption. Vous savez que quand il y a des décisions lourdes de conséquences, on a besoin de s'entourer d'un maximum, bien sûr, de précautions. Alors, les limites, il faut savoir qu'au début, pour les premières IRM, on était obligé de faire ce qu'on appelle une sédation fœto-maternelle et on injectait des tranquillisants dans le cordon ombilical pour que le bébé ne bouge pas. Là, c'était vraiment l'IRM un peu avec des séquences assez longues et donc les mouvements artefactés nous donnaient des images ininterprétables. Actuellement, on a des séquences ultra rapides, ce qu'on appelle les ultra-fast, et on peut faire des coupes en moins de quelques secondes. Vous allez voir les images maintenant, on n'a plus besoin de cette anesthésie. Les mouvements, bien sûr, sont nombreux, surtout quand on est présent de beaucoup de liquide, en cas d'hydramniose ou en cas de présentation de siège. Il faut surtout gérer l'anxiété. Vous savez que c'est des femmes, quand ils viennent avec un diagnostic parfois, et cette angoisse peut aussi augmenter le risque de claustrophobie. Donc, il faut vraiment prendre en charge sur le plan psychologique ces femmes avant de leur faire cet examen. Leur montrer le bénéfice à en tirer et généralement on s'en tire bien. Pour les indications, on a généralement, moi je dirais, dans notre contexte de tous les jours, on est surtout sollicité pour tout ce qui est placenta. Les échos du fœtus que je vais vous montrer, parfois c'est un complément pour satisfaire notre curiosité scientifique. Les gens viennent avec une malformation, on a vu, et on va aller plus loin, on prend la patiente, ça passe en quelques minutes et on a un diagnostic beaucoup plus renforcé. Il faut savoir que l'IRM peut être d'indication, je dirais presque systématique, même quand on a une échographie relativement normale, dans les maladies génétiques, type sclérose tubéreuse de Bourneville. Et vous savez on peut penser à cette maladie quand on est en présence de rhabdomium au niveau du cœur, des tumeurs au niveau du cœur. Le pronostic n'est pas au niveau du cœur, mais surtout au niveau des atteintes cérébrales qui peuvent donner des épilepsies et des retards psychomoteurs. Et ces tumeurs qu'on peut parfois mettre en évidence beaucoup plus, je dirais, facilement. Je n'ai pas beaucoup de publications là-dessus, mais ça beaucoup plus facile, donc l'analyse de ces structures sous-épandymères en IRM qu'en échographie.
certaines maladies liées à l'X, les infections fœto-maternelles, CMV ou autres. Et vous avez aussi les grossesses gémellaires en cas de STT, en cas de mort fœtale avec le deuxième fœtus qui reste. Il est impératif, même, je dirais, dans les recommandations, de demander une IRM à partir de 32 semaines pour chercher ces lésions ischémo-hémorragiques, qui n'est pas faire bien sûr le pronostic. Et le retard de croissance, toujours dans le contexte de recherche sur les hémorragies. Aussi, parfois, pour des autopsies virtuelles, quand on sait qu'il y a des malformations qui risquent, quand on prolonge maintenant pour des raisons multiples, les gens peuvent ne pas accepter l'interruption, peuvent aller jusqu'au bout de la grossesse. Et dans ces cas, si on attend la grossesse, il va y avoir macération des tissus. Et donc, on peut, avant d'arriver à ce terme, avant la mort de ce fœtus, faire une autopsie et avoir une anomalie pour un conseil génétique, bien sûr. Les autres indications, il y en a bien d'autres. Donc là, vous avez le fœtus. En une seule séquence, on a le fœtus, on a le placenta qui était ici, indication pour placenta accreta, on voit le placenta qui n'envahit pas ce mur vésical. La femme enceinte peut faire une pathologie, je pense qu'elle ne peut pas passer au scanner par des techniques ionisantes, rayons X notamment. L'IRM permet de voir ici, par exemple, une colique néphritique sur une lithiase facile, sans injection, sans rien. Des séquences T2 ultra rapides. Là, je vous ai dit que c'était multiplanaire, les 3 plans de l'espace, plus facile à obtenir, quel que soit le terme, avec toute l'anatomie que je ne vais pas prendre ici la peine de vous la rappeler, en sachant qu'ici, on peut mettre en place tout ce qui a été dit par Jean-Philippe. Les coupes axiales, sagittales, coronales, avec cette anatomie du complexe antérieur, plus facile à mettre en très là, une coupe encore plus rapprochée. Alors la génésie, que ce qu'on peut chercher par l'IRM. Donc surtout, pas quand elle est complète, facile, faite par des experts tels que Jean-Philippe. Donc on a le diagnostic, c'est terminé. Mais parfois quand c'est partiel et qu'on cherche d'autres anomalies qui vont faire le pronostic, bien sûr, là on va être amené à demander cette IRM. On a ce qu'on appelle les signes comme en échographie, le colpocéphalie. D'ailleurs, à propos de colpocéphalie, je vous recommande de ne plus parler d'hydrocéphalie. Les gens vont aller sur Internet, taper hydrocéphalie et viennent paniquer. Vous savez, moi j'appelle ça le docteur Google. Les gens en 5 minutes deviennent médecins, experts et ils viennent vous interroger. Donc méfiez-vous, ne pas mettre hydrocéphalie, mais plutôt ventriculomégalie. Et vous savez que la plupart des fœtus peuvent avoir dans 10% des ventricomégalies au cours de la grossesse qui peuvent être régressifs spontanément. Donc pas de terme assez. Donc colpocéphalie, quand c'est moyen, moins de 12, quand c'est important, c'est au-delà de 14-15. Et vous aurez aussi le signe de taureau, donc tous ces signes, l'ascension, et surtout rechercher des malformations associées qui vont modifier le pronostic. Là, c'est une patiente qu'on a vue. Moi, je pense qu'en médecine, j'ai toujours lu ça, la loi des séries. D'ailleurs, on a eu d'affilée ce mois, entre les 2 derniers mois, 3 cas d'agénésie du corps calleux. Et je pense, si on ne fait pas ça, c'est je pense, les bénéfices d'adhérer au SEGO et d'être dans ces formations continues par entends Jean-Philippe ce que je dis. Alors, je disais que le bénéfice... Non, je vais te dire alors. C'est-à-dire, tu me dis des compliments, ce qui est très touchant, mais alors, je suis obligé de remonter le moral de mon copain Jean-Marc, qui dit, putain, d'accord, je fais de la gynéco, mais quand même, je sais regarder le corps calleux. Non, je te disais que quand même, faites attention quand vous faites une échographie morphologique du prébétimètre. Je pense lundi, quand vous rentrez, vous commencez à faire des biométries, vous allez voir ce complexe antérieur. Et là, c'est sur des petits signes qu'on a pensé à cette maladie. Donc tout ce qui a été dit, là, il est retrouvé. L'IRM ne fait que confirmer, à savoir cette ligne triple feuillée, les images de cornes de taureau, et surtout s'il y a des anomalies. Là, il n'y en avait pas de génération. Là, le deuxième, je pense qu'il doit être... On l'a vu dans un cas clinique ce matin. Remontre l'image d'avant. Regardez, non, c'est d'après. Stop. En bas à gauche. OK, en bas à gauche. Là, on voit qu'effectivement, il faut, si on est en échographie, passer
coronale, parce que celle qui est en bas à gauche, la vallée sylvienne proximale, elle est correcte, mais l'autre, elle n'est pas du tout normale. Il y a un gros trouble de la giration. Okay, et ça, en échographie, s'il manque de peau, il est dans le mauvais sens, vous ne le voyez pas. Okay, vous le voyez, par contre, et c'est ce que je vous ai indiqué hier, en faisant des coupes coronales pour voir les deux. Donc là, c'est des cas où on a tous les signes, directs, indirects, ces sillons qui vont converger, la même chose qui a été copié-collé sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, agénésie partielle du corps calleux ici, avec une pathologie de la fosse cérébrale postérieure, type de Dandy-Walker. Donc là, le pronostic, bien sûr, dépend. Vous savez que parfois, on peut avoir une kyste de la ligne médiane. Et généralement, ce sont de bons pronostics. Les kystes arachnoïdiens peuvent se loger un peu partout là où il y a de l'arachnoïde. Vous savez pourquoi on appelle ça l'arachnoïde? C'est une enveloppe cérébrale qui s'insinue entre la dure mère et l'épimère et qui a la forme d'une toile d'araignée. C'est pour ça qu'on parle d'arachnoïde. Et c'est dans cet espace exigu où on peut avoir des kystes. Et généralement, ce sont des kystes bénins qu'on retrouve même l'IRM chez l'adulte de temps en temps. Et ça donne des images kystiques. Sur la ligne médiane, quand il s'est isolé, c'est de bons pronostics. Donc là, l'IRM montre bien sûr ce kyste qui va s'insinuer, qui est visible en séquence T2. On intervient généralement en séquence T2. Là, c'est un petit lipome qui apparaît en hypersignal T1. Donc, je veux dire multiparamétrique. On joue aussi un certain nombre de paramètres. On peut caractériser certains tissus. La graisse en particulier qui va apparaître spontanément hypersignal. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est un cliché que j'ai repris chez mon ami Jean-Philippe, c'est ce complexe antérieur qu'il faut voir quand on fait une biométrie, avoir cette disposition. Alors, la génésie du corps calleux, la génésie septale, là, ça donne ces images en IRM. Et j'ai une observation à vous proposer. C'est une dame qui, son médecin traitant est dans la salle, nous a été référé pour une ventriculomégalie. Et bien sûr, en étant systématique, on a cherché, tourné autour de ces ventricules, aller vers cette ligne médiane. Et vous voyez déjà que la cavité septale, et je pense que c'est ça un message important, s'il y a quelque chose à retenir de ces deux journées, c'est bien cette partie antérieure. Et vous savez que l'agénésie complète du corps calleux, ça peut être lourd de conséquences. C'est pour ça qu'il faut s'acharner d'aller chercher. Donc en cherchant, pour moi, ce n'est pas une cavité habituelle, ce n'est pas normal. On a continué à tourner, face cérébrale postérieure, et en allant vers l'arrière, là, je voyais qu'il y a une communication, qu'il y a un seul ventricule qui part de bout en bout. Là, je fais une coupe coronale, et on voyait qu'il y a les thalamiques qui sont fusionnés en ligne médiane, et qu'on n'a qu'une seule cavité. L'IRM, on voyait cette agénésie septale, et cette cavité unique qui donnait cet aspect en coronal et en axial. Holoprosencéphalie semi-lobaire. Normalement, c'est une indication d'une interruption de grossesse. Cet enfant a actuellement... Je peux dire un truc? Pardon, c'est très fort. C'est exceptionnel, hein, cette forme-là, parce que quand même, c'est rare que les fusions elles soient postérieures comme ici et non pas antérieures. Hein. J'ai pris l'image. J'ai pris l'image, s'il vous plaît. Je touche à rien. Donc, je vous ai dit, je termine cette observation. Donc, cette petite qui est actuellement née, on l'a vue ensemble avec, je te l'ai présenté il y a un an. Il a actuellement 1 an. On l'a vu à 37 semaines. Donc, c'était à la veille de son accouchement. Et ça, c'est actuellement, il a 1 an. Il a un retard psychomoteur et les parents ne savent pas quoi faire avec cet enfant. Tout est normal. Je peux vous montrer le 3D. Tout est normal. Moi, je pense que tout partait de cette agénésie septale. J'ai le 3D, je peux vous le montrer, mais je n'ai pas jugé utile. Anomalie de la fosse cérébrale postérieure, je pense qu'on est arrivé à la fin. Donc les anomalies sont multiples, on ne va pas revenir sur toutes les définitions. On va surtout... On est friand des images, les radiologues, donc on a envie d'aller vivre sur les images. Et il faut savoir les éléments qu'on va bien sûr préciser quand on a, c'est la taille de la fosse cérébrale, le niveau d'insertion de la tente, la forme du V4, donc ça c'est des choses, et bien sûr l'aspect de ces espaces.
Donc vous voyez ici l'analyse très facile, quel que soit le terme. Là, il y a eu des équipes qui ont pratiquement disséqué cette fosse cérébrale postérieure en multiples segments et on a pour chaque segment une biométrie adaptée. Donc vous voyez l'importance de savoir le volume exact de chaque structure qui a son structure, la taille et aussi la forme. Si la protubérance doit être convexe comme ça. Là, j'ai une autre observation pour justement aller dans le sens de ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Philippe. Un fœtus où on ne voyait pas le vermis sur le coupe axial. On tournait autour. C'était un terme, je ne dirais pas très avancé, mais je peux vous assurer. Moi, je ne suis pas un fanatique comme Jean-Philippe pour la voie vaginale, mais je tournais, je savais que je ne voyais pas, je n'arrive pas à voir la fosse cérébrale postérieure. On a un outil battable sur cette fosse cérébrale quand il y a une grosse image kystique et qui nous montrait qu'il y a quand même un Dandy Walker avec un trouble de la giration manifeste. Comme ça a été dit précédemment, on ne peut jamais juger d'un kyste de la fosse cérébrale postérieure sur les coupes axiales. Ça aussi, le deuxième message, c'est ces formations kystiques. Vous savez que le vermis peut être en place et ça c'est normal. Parfois il peut être soulevé, comme on l'a vu tout à l'heure, par un kyste de Blake. Parfois il peut être carrément, je dirais presque luxé, mais quand il est entier, il n'y a aucun problème. Mais quand il est dysgénésique, là il y a des conséquences neuropsychologiques qui peuvent être prises en charge, qui peuvent être bien sûr évoquées. Voilà, résumé en IRM, vous voyez que les choses sont assez relativement la mégaciterne avec un vermis totalement complexe, la protubérance. Là, c'est un kyste arachnoïdien, ça refoule parce qu'il est vraiment au contact du cerveau, ça refoule sans envahir. Et parfois, celui-là, il s'est accompagné en postnatal par une hydrocéphalie qui était dérivée. Là, c'est une petite luxation avec un vermis complet, on peut voir les foliations. Mais quand il manque quelques-unes, là, le pronostic n'est pas facile à déterminer et c'est tout le problème de ces agénésies partielles. Ici, c'est une poche de Blake avec, bien sûr, une luxation, comme ça a été expliqué tout à l'heure par Jean-Marc. Donc, on essaie de gagner du temps. Et vous conclure pour dire que l'IRM constitue un complément important de l'échographie dans la pathologie cérébrale, technique basée sur T2, ça c'est la cuisine des radiologues. Les principaux signes échographiques, c'est ventriculomégalie, et je répète aussi, pas parler d'hydrocéphalie. Les anomalies de la ligne médiane, bien sûr, les anomalies de la fosse cérébrale. Les anomalies détectées en IRM sont variées, sont d'une grande importance, surtout pour le pronostic. Je vous remercie.